Bonjour à tous. Ils m'ont pas mis de pupitre. Ça tombe bien, je n'avais pas envie de lire le discours. Donc. Je salue tout le monde. Je suis impressionné par autant de gens qui viennent parler d'entreprendre, parler de l'entreprise un matin, pas tôt, mais quand même. Donc merci à tous d'être là. Je voudrais commencer en disant comme une phrase que j'ai parcourue là, et puis je connais ce discours. J'invite ceux qui ne le connaissent pas en entier, à le lire. Peut-être que si on le trouve, ils pourront vous le donner dans la journée. C'est le discours d'Antoine Riboud en 1972 aux assises du CNPF. Ça peut paraître avoir 40 ans. C'est d'une modernité extraordinaire. Je pense que c'est ça qui a fondé l'évolution du monde entrepreneurial. On dit que la crise a commencé en 1973 avec la première crise pétrolière. Je pense que l'évolution du monde entrepreneurial a commencé en 1972 avec le discours d'Antoine Riboud aux assises du CNPF qui se déroulait à Marseille. Je m'en souviens parce qu'à cette époque, j'habitais Marseille. Alors il nous dit « L'homme a mis son génie créateur au service de la croissance, mais il doit veiller à ne pas créer un déséquilibre entre les moyens et les buts. Il faut que les entreprises... » Il enjoignait son auditoire à conduire les entreprises autant avec le cœur qu'avec la tête, à ne pas oublier que si les ressources d'énergie de la Terre ont des limites, celles de l'homme sont infinies s'il se sent motivé. C'est-à-dire qu'il y avait une alliance d'une vision sociétale et humaine de l'entreprise et une vision développement durable de l'entreprise. C'était en 1972. Donc vraiment, relisez-le. Alors, que vous dire en introduction ? D'abord qu'un monde qui ne crée pas de richesse est un monde mort. Et que ceux qui créent la richesse, c'est plutôt les entreprises, l'État parfois dans certains pays, en tout cas dans l'Europe occidentale, désormais sont les entreprises qui créent la richesse. Moi qui suis fonctionnaire d'État depuis des années, je la dépense avec parcimonie, et si vous n'en créez pas, je ne pourrais pas en dépenser. Donc, première idée, l'entreprise crée la richesse. Deuxième idée, l'entreprise crée la richesse dans un monde que nul ne soupçonne dans son avenir. Michel Serres a l'habitude de dire « Nous sommes passés d'un monde infini dans sa distance, avec des capacités humaines finies, à un monde fini où la capacité humaine est infinie. » Changement total de sujet. J'ai l'habitude de dire, excusez-moi de me comparer à Michel Serres, je ne le mérite pas, mais de dire que la crise qu'on nous additionne, crise de l'innovation, crise budgétaire, crise écologique, crise des finances, crise sociale, crise budgétaire, crise des taux, c'est une seule et même crise. C'est le passage d'une société A à une société B. Quand on a quitté la société A, je pense que c'était en 1973, si on veut dater les choses, la première crise pétrolière. Beaucoup sont jeunes. Le baril était à 2 $. 2 $. Hein, il est monté à 120, 140 peut-être, je ne sais pas, 140. Il est redescendu à 80. J'ai coutume de dire aussi qu'elle se finira, pour avoir un fil conducteur énergétique, parce que c'est l'énergie qui mène le monde quand même. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, je veux dire, comment on l'utilise, comment on la produit, que ce passage sera terminé lorsqu'on aura clôturé, détruit le dernier EPR qu'on n'a pas encore construit le premier. Donc je pense que la crise durera au moins 60 ans encore. La crise, c'est ce passage, qu'on n'aura pas une société stabilisée, mondiale, avant 60 ans. L'autre image, et c'est pour ça que j'ai plaisir à vous voir,
c'est donc que cette création de richesse, elle se passe dans ce tempo-là, dans cette incertitude-là, avec deux autres caractéristiques qui sont sous-jacentes à ce que je viens de dire. La mutation considérable des technologies et l'accélération de la mutation des technologies. C'est-à-dire qu'avant, on disait, benoîtement, c'est le mec qui disait « Oh, les produits, il y a la moitié des produits qui n'existeront pas dans 20 ans, enfin qui existeront dans 20 ans qu'on ne connaît pas aujourd'hui. » C'est devenu le marronnier du siècle, ça. Ça va à une telle vitesse. C'est une autre caractéristique qui est sous-jacente aux autres. Et la deuxième caractéristique qui est sous-jacente, c'est le mixage absolu des populations et donc des cultures. Le mixage des populations, l'immigration pose un certain nombre de questions, mais ce n'est pas le sujet du jour ici. Mais par contre, ça amène à un mixage absolu des cultures et donc à un enrichissement de nos capacités d'invention. Chacun y amène ce qui peut amener, enfin, je veux dire, de sa tradition, de sa géographie, de sa culture, des connaissances historiques qui sont dans son groupe. C'est dans ce système-là que je décris volontairement au niveau mondial que vous êtes. Que vous êtes l'espérance des petites gens comme moi qui cherchent à manger. En gros, c'est ça. Vous fabriquez, et puis les autres consomment. C'est un autre débat, est-ce qu'on sépare les deux? Alors ça, c'est le monde. Après, vous êtes en France et en Europe, je descends. Ce qui est clair, une fois que j'ai dit ça, si vous en êtes persuadés, c'est que les visions strictement françaises et donc étriquées de l'entrepreneuriat n'ont aucune chance de prospérer. Aucune. À la fois parce que les facteurs de production et notamment l'intelligence doivent se chercher ailleurs aussi, qu'il y a des matières premières, pour prendre l'exemple des terres rares, qu'on n'a pas, hein, et que donc on n'a aucune chance de faire prospérer son entreprise si on raisonne strictement en facteurs de production nationaux. Si on raisonne uniquement aussi national en marché, c'est une évidence, puisque le marché est totalement mondialisé, et si on raisonne strictement national au niveau des réglementations. La réglementation, on a quitté l'état régalien. De temps en temps, ça me fait de la peine, ça semble diminuer mon petit pouvoir, pour aller vers une autre chose, qui n'est pas elle-même définie d'ailleurs, qui n'est pas elle-même définie. L'entrée des classes actions en réglementation européenne, hein, c'est aussi un changement de paradigme complet. Et c'est donc dans cette incertitude française qu'il faut se tourner vers l'Europe. Et je voudrais dire un mot aux entrepreneurs sur l'Europe. C'est le truc le plus emmerdant qui soit quand on est entrepreneur. Et c'est pourtant le seul horizon initial qu'on ait. Le seul horizon initial qu'on ait. Je vous rappelle qu'on s'est fait la guerre en 1715, en 1763, en 1789, 90, puis jusqu'en 1815. Il y a eu un temps de latence. On a repris en 1870, on a recommencé en 14 et puis encore en 40. En gros, en moyenne, tous les 35 ans, on se mettait sur la tronche. Bon. Juste la France, sans compter des conflits qui se situaient sur le sol européen. 1945, c'est la paix. Vous ne pouvez pas, peut-être certains en Europe, hein, la paix en Europe. C'est ça qui permet quand même un certain nombre de choses. Alors l'Europe, c'est d'abord la paix. Ensuite, l'Europe, c'est un grand marché. C'est la capacité de mélanger nos cultures, nos richesses, donc de démultiplier l'accès à des facteurs de production humains différents, et donc enrichissants.
Et il y en a qui disent que c'est pas bien. Il faut que chacun pèse le pour et le contre. Imaginez qu'on n'ait pas l'euro, on aurait une monnaie qui vaudrait peut-être l'équivalent du drachme dans les mauvaises années. On serait l'Argentine. Bon. Sans l'euro, on est clairement plutôt avec l'Argentine. Donc, défendre, si vous, entrepreneurs, compte tenu de cette crise mondiale qu'on a, crise au sens de passage, au sens de mélange, au sens d'opportunité, si vous avez la conviction qu'il ne faut pas, que si on est juste dans notre précaré, ça ne marche pas, alors il faut défendre l'Europe. Et je pense que on ne vous entend pas assez. Voilà. On n'entend que ceux qui déboisent sur l'Europe. On n'entend jamais des gens comme vous, dont c'est le seul horizon possible. Dont c'est le seul horizon possible, au moins au niveau des facteurs de production et en première analyse, parce qu'après c'est le monde. Parce qu'après c'est le monde. Un mot sur la France et la région Rhône-Alpes. C'est là, en France et en région Rhône-Alpes, quel que soit ce que j'ai dit avant, que vous exercez vos talents et vos compétences, vos envies. Je pense qu'on a une chance exceptionnelle d'être en région Rhône-Alpes. Exceptionnelle. Par sa situation géographique, de carrefours, de fleuves, de zones tempérées de chez tempérées. Je m'intéresse beaucoup au changement climatique et je dis, vous vous rendez compte, le climat à Lyon maintenant est celui d'Avignon il y a 30 ans. On me dit tant mieux. Bon. J'ai raté les faits là. Donc chance géographique d'abord, chance historique, historique sur le développement de l'intelligence humaine dans ces carrefours, hein, dans ces zones énergétiques, avec un continuum, j'allais dire, des premières industries métallurgiques et textiles qui nous amènent aux industries chimiques, aux industries de la pharmacie, et donc concentration humaine, chance politique, je ne sais pas qui est la poule ou l'œuf, mais de tout ça, il résulte une ambiance apaisée des relations entre les politiques, entre eux, politique avec les universitaires, politique avec les entrepreneurs, des relations sociales, une ambiance apaisée qui permet de travailler et d'avancer, qui entretient ce rythme en avançant. Donc, il y a une chance unique d'être là. Après un mot quand même, parce que sur la politique économique nationale. Je la défends par métier, mais aussi par raison. On est dans une tempête ahurissante dans l'ensemble de l'Europe occidentale, qui ne fait que commencer, à mon avis, pour une raison simple, c'est que notre système économique, je reprends la crise, précédent, était basé sur l'idée que les petits Chinois avaient qu'à rester dans leur coin, que les petits Africains pouvaient mourir de faim, on s'en foutait, et qu'accessoirement, on arrivait à dominer les Moyen-Orientaux avec leur pétrole. Tout ça, c'est fini. Il y a quelques évidences qui se sont abattues sur notre monde, heureuses. Ils sont aussi intelligents que nous, il me semble. Ils ont autant le droit que nous, même si ça ne peut pas être pareil, à un bien-être économique. Et on a inventé les porte-conteneurs de 12 000 boîtes de 20 pieds, quand même. C'est-à-dire que le libéralisme absolu, ça avait le temps de la marine à voile, et puis il y a le temps des communications. Donc dans ce monde-là, l'Europe occidentale est en crise, en passage, mais elle est aussi en difficulté, si j'ose dire, en difficulté. Et il nous faut, peu à peu, de toute façon, réinventer un système. De toute façon. Alors, il y a ceux qui le font brutalement. Ça fait 25% de chômage en Espagne. Quand j'entends dire que l'Espagne, le Figaro écrire que l'Espagne va mieux que nous, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Imaginez qu'il y ait 25% de chômeurs. Ici, il y en a 9,6. 8,7 en Europe.
Bon. Il y a donc qui prennent l'austérité plein pot. Il y a ceux qui sont dans d'autres solutions depuis des années. L'Allemagne, où le chômage partiel n'est pas un chômage partiel, on travaille à temps partagé ou à temps moindre, hein, et donc on a moins de chômeurs par nature. Il y a des pays qui choisissent clairement les disparités sociales comme moteur du développement, et puis on a notre petite France qui a son histoire, vieille société stratifiée, sédimentée, où on essaye en permanence de gagner sur tous les tableaux, donc on les dégrade un peu, on avance un peu. Je pense que ce qui se passe depuis 4 ans, 3-4 ans, mais la campagne présidentielle précédente dedans, hein, j'étais dans ces affaires-là aussi, les difficultés de faire bouger les choses. On sent bien qu'il nous faut bouger, on sent bien qu'il faut changer, puis quand ça vous arrive à vous, il ne faut pas. On sent bien qu'il faut réduire les déficits budgétaires, mais personne ne veut qu'on réduise une dépense. Après, quand on a des responsabilités, on dit on ne sait pas faire plus que ça. Quand on n'en a pas, on dit on n'a qu'à faire comme ça. C'est éternel. Hein. Et il y a une solution, et une seule, à une vitesse à adapter, c'est clair. C'est de croire à la création de valeur. Croire à la création de valeur en faisant en sorte que les créateurs de valeur ne soient pas des imbéciles. C'est-à-dire ne soient pas auto-centrés sur leur petite création de valeur. Et on revient, et je boucle par là, sur ce que disait Antoine Riboud en 1972. Un bon créateur de valeur, un bon chef d'entreprise, c'est un type, une fille qui regarde son environnement physique, c'est le développement durable, son environnement humain, c'est qu'au sein de ce que je considère être un groupe, une petite communauté de destin, c'est-à-dire une entreprise, hein, l'entreprise est une communauté de destin, pour que ça fonctionne dans la durée, que ça progresse dans la durée, il ne faut pas qu'il y ait des sous-hommes, des sous-femmes, des surhommes et des surfemmes. Il faut que ça arrive, chacun a sa méthode, c'est la responsabilité du chef d'entreprise d'agréger cette communauté de destin et que la communauté de destin qu'est l'entreprise progresse en même temps et tout ensemble. Comme j'ai compris que c'était ça l'idéal du forum des entrepreneurs, j'ai eu plaisir à vous le dire et je vous souhaite bon travail. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci. Je me présente d'abord, Jacques Huybret, je suis entrepreneur, je suis fondateur du Parlement des entrepreneurs d'avenir qui est né en 2009. Et je vous présente Corinne Nick, qui est beaucoup plus connue que moi dans la région, puisqu'elle anime le réseau et le mouvement qu'on a lancé il y a quelques années ici sur le territoire rhône-alpin. Je vais faire très vite, je voulais vous dire 2-3 mots, mais je vais abréger pour qu'on démarre très vite et que je passe la parole à Gilles Legendre. Je voudrais bien sûr vous remercier d'être présent pour ce Parlement qui va durer toute la journée. Je salue Didier Péréol, qui est un entrepreneur d'avenir et très connu dans la région, qui vient d'arriver. Je voudrais juste vous dire que ce Parlement est la 2e édition ici sur le territoire rhône-alpin. La première a eu lieu en 2013 à la mairie. Le Grand Lyon, d'ailleurs, continue et nous soutient dans cette dynamique, avec la Direct, bien évidemment. Je voudrais vous expliquer, vous dire que ce Parlement est vraiment le fruit d'une co-création, une co-création avec à la fois nos partenaires, bien évidemment, certains historiques comme Generali, la Poste, l'ADEME ici en région qui s'est associée à notre dynamique, et l'ADEME au niveau national aussi, Bouygues Télécom Initiative, SEB, qui est un acteur important, un acteur économique, mais aussi un acteur engagé sur ces enjeux-là avec nous. Bien évidemment, nos partenaires publics, donc le Grand Lyon et la Direct, et nos médias associés. TLM, je vous le dis, a un studio ici, vous pourrez, pour certains des entrepreneurs qui sont présents, y passer. RCF, acteur de l'économie. On a une dernière table ronde en fin de journée qui sera réalisée en partenariat avec acteurs de l'économie. J'ai oublié personne. Je voudrais simplement vous dire aussi une chose. La co-création, elle s'est faite avec 18 réseaux
entrepreneuriaux de la région. Ça, c'est très important. On a passé quelques mois ensemble. Ils sont tous là. Alors, je ne vais pas les citer parce que ça sera un peu long. Voilà, j'en cite quelques-uns. Appel, le CJD, Rhône-Alpes, le Club 3D, Fondation Condorcet, Initiative Rhône-Alpes, les entreprises humaines, les SCOP, Rhône-Alpes, Management Postmoderne, le MEDEF, Lyon-Rhône, etc., etc. Le réseau Entreprendre, bien évidemment, Pionnière, Rhône-Alpia. Il y a des réseaux de l'économie et de l'économie sociale. C'est ça le Parlement, c'est de montrer aussi qu'on passe d'une société A, comme le disait le préfet, à une société B. Vous êtes beaucoup d'entre vous acteurs de cette société B déjà, qui sera une société, nous l'espérons, plus vertueuse, plus humaine, et nous sommes convaincus au sein du réseau Entrepreneurs d'Avenir, et on n'est pas les seuls, que l'entreprise sera à la fois innovante, performante et responsable. Voilà, je voulais vous dire un petit détail. Il y a une librairie qui est là. Guillaume Decide, qui va intervenir tout à l'heure, nous offre cette possibilité de trouver un certain nombre de livres, de bouquins sur les traités. Premièrement. Deuxièmement, après la plénière d'ouverture, nous nous séparons. Il y a 2 tables rondes qui auront lieu. Ici, ce sera entreprises et associations. Et à côté, ce sera sur la finance positive. Voilà, je vous souhaite un très bon Parlement. N'hésitez pas à parler, à prendre la parole, à intervenir et à témoigner. Merci.